J. Et nous avons les pieds sur terre en compagnie de Jean-François Strouf. Bonjour Jean-François. Bonjour Léa, Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Alors Jean-François, c'est la fin de la COP 15 et on va tirer un bilan, des conclusions de cette réunion. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors déjà, je redis, pour ceux qui ne comprennent pas bien comment ça s'articule, la COP 15, c'est à Montréal et c'est la biodiversité. La COP 27 qui s'était achevée il y a quelques semaines, c'était celle du climat et ça avait lieu à Sharm el-Sheikh. Donc on est dans deux dimensions différentes. Là, la COP 15, c'est pas les chefs d'État. Il y a moins une dimension politique, mais une bonne dimension de connaissances techniques. Il y a plus d'experts en pourcentage dans la COP 15 que dans la COP 27. Et ce sont les ministres de l'Environnement et non les chefs d'État ou les chefs de gouvernement qui sont présents. Et on se concentre davantage sur la biodiversité. Et on parle entre experts. Oui. J'insiste beaucoup pour qu'on comprenne. C'est presque mieux. Oui. Je pense que la dimension politique... Peut-être je suis dans un monde de bisounours, mais c'est normal puisque les bisounours font partie des animaux dont la biodiversité doit préserver l'existence. Donc c'est un monde qui est plus technique, plus expert. Donc les résultats au total étaient plus attendus que lors de la COP27 où tout pouvait dépendre d'un coup de tête d'un politique comme Trump l'a fait après l'accord de Paris. En gros, pour résumer, la COP27, c'est beaucoup de blabla, mais la COP15, on va donner des pistes concrètes. Oui, il faut atterrir, comme Alors, on dit. est-ce qu'il y en a des pistes concrètes ? Alors oui, là, ça tient en une phrase. Après, le reste, c'est du développement. Oui. C'est que après 4 ans de discussion, faut se rappeler qu'il n'y avait pas eu la COP 15 en 2020 à cause de la crise du Covid. Ça devait avoir lieu en Chine. Et donc, ça a été reporté. Et par contre, la présidence qui était chinoise en 2020 est restée à Montréal. On a changé de lieu, mais la présidence était toujours chinoise. Et que, au total, 195 États et l'Europe, ça fait 196 participants. Il y a 195 États et aussi la CE, donc ça fait 196 en tout, se sont mis d'accord pour prendre des mesures urgentes pour protéger 30% de la planète, restaurer 30% des écosystèmes et doubler les ressources destinées à la protection de la nature d'ici à 2030. C'est 30, 30 et 2030. Ouais. Comme ça, c'est facile à se rappeler. Ouais. Dommage que ça ne soit pas organisé en Chine, parce que s'il y a peut-être un lieu où il faut peut-être faire passer le message... ce serait la Chine. Oui, mais en général, on n'aime pas, je ne sais pas si c'est de la superstition, mais quand un truc n'a pas pu se passer dans un endroit, on veut changer d'endroit. Même si on laisse les structures en place, le lieu change. Oui, bien sûr. Il y a une formule en hébreu qui dit « Meshane makom, meshane mazal ». Quand on change de lieu, on change de destin. C'est ça. Alors, finalement, on a fait le point sur l'érosion de la biodiversité. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Voilà. Les chiffres, on a bien vu que ça s'est aggravé ces dernières années. Et alors, pour contrecarrer cette baisse ou cette aggravation du nombre d'animaux sur Terre, qu'est-ce qu'on propose ? Le vrai problème, c'est que quand on en arrive, on prend toutes les décisions. Et où le bas blesse, c'est quand il s'agit de parler finances. Voilà. C'est-à-dire que ces mesures sont extrêmement coûteuses et il faut mettre la main au portefeuille. Ce que les États détestent, avec toujours une discussion entre les États riches qui ont les moyens, les États pauvres qui disent « c'est vous qui avez les moyens, c'est pas nous ». Et à ce moment-là, on regarde qui sont les acteurs qui ont littéralement porté les décisions de la COP 15. Et là, on s'aperçoit de quelque chose d'essentiel, c'est que les peuples indigènes ont joué un rôle fondamental dans la prise de décision. Leur coiffure indienne, les gens des îles avec les colliers, etc., c'était pas que du folklore, c'était pour qu'on les identifie et qu'on sache que si l'eau monte, leurs îles vont disparaître et que si on tue toutes les espèces,
et si on abat les arbres dans les endroits où ils habitent, non seulement les animaux vont disparaître, mais eux aussi vont disparaître. C'est peut-être la bonne nouvelle. Ouais. La bonne nouvelle de la COP15, c'est qu'on se dit il faut écouter ces peuples autochtones, mais ces peuples qui sont souvent et qui développent encore plus leur connaissance ancestrale, leur culture, qui très souvent sont des cultures très ouvertes à l'écoute de la nature. À l'écoute de la nature, à la compréhension. La plupart de la médecine mondiale, en dehors de l'allopathie classique des laboratoires, la plupart de ces médecines proviennent des médecines douces que les peuples indigènes ont développées au fil des siècles. J'allais dire encore une raison pour la faire en Chine, parce qu'en Chine, il y a cette fameuse médecine chinoise qui est aussi peut-être. Mais ce n'est pas un peuple indigène, parce qu'ils font tout industrialisé et compliqué. Si on va vers la Mongolie, oui, il y en a. Oui, mais après, ce sont des peuples qui sont opprimés par la Chine. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc ça, c'est une nouvelle extrêmement importante, parce que ça va être déterminant. Je pense que maintenant que le pli est pris, il ne pourra y avoir que des décisions plus contraignantes. Donc moi, j'attends des décisions encore plus contraignantes. Alors les peuples indigènes représentent 6% de la population mondiale. Ils gouvernent et gèrent au moins 25% de la surface terrestre. Donc c'est dire, et beaucoup de surface maritime, puisque ça fait partie de leur culture de considérer, par exemple, que la terre et la mer, c'est une continuité, il n'y a pas de rupture, c'est une continuité dans beaucoup de peuples traditionnels, le lien est fort entre les deux. Oui, et puis surtout que la terre, la mer, ça ne leur appartient pas. Absolument, ils n'en font très qu'un souvent. usage. Ils ont l'usufruit de la nature. Exactement, ils l'empruntent. Mais pas la nue propriété, pour parler juridiquement. Oui, ils l'empruntent pour la génération suivante. C'est la génération suivante qui en deviendra l'usager, l'utilisateur. Alors on verra dans les prochaines semaines, les prochains mois, les décisions, s'il y a une suite à cette COP15. Et là, ce qui est très important, c'est la pression. Là, il faut que nous soyons tous des gens vigilants, des sortes j'allais dire, de gardiens de réserve, et la réserve, c'est la terre. Donc nous devons être des sortes de gardes-chasse qui vérifions que les mesures sont bien appliquées. Alors, il y a, là c'est la fête de Hanouka, il y a justement dans la définition même de la fête, et dans beaucoup de fêtes juives, on l'a dit à maintes reprises sur la radio, il y a une base, il y a un fondement de soucis écologiques, de soucis environnementaux. Alors, je vais prendre deux exemples très simples pour conclure l'émission. Oui. La première chose, moi j'ai acheté des bougies en cire d'abeille naturelle, qui sont sans aucun effet négatif, sans allergènes, sans hydrocarbures. Les bougies sont totalement biodégradables. On en trouve des petites mais oui, on bougies en trouve qui sont dans les magasins du secteur juif. Et le dernier point, c'est que une petite blague, on pourrait considérer Hanouka comme le symbole de la sobriété énergétique, puisque la fiole d'huile censée tenir une journée a duré 8 jours. Donc essayez de faire comme ça avec toutes vos ressources et vous serez super. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment. Hanouka Samer sur ces mots de Hanouka écologique. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Radio J. Le Festival Oriental, le meilleur mix de musique orientale réalisé en direct de nos studios par l'exceptionnel Avner Azoulay. Radio J. Ça, c'est uniquement